Bonjour, bienvenue pour cette journée des 23e rencontres de la mode en compagnie de nos amis de la Fédération de la haute couture et de la mode avec le soutien du Défi et de la French Touch. Très heureux en plus, vu le sujet du matin, d'être à vos côtés pour lancer cette journée. Très heureux que vous soyez là dans le cadre de ce festival. Et avant de parler de ce qui va se passer dans la journée, je voulais quand même vous dire que quand on est directeur d'un festival comme celui-là, comme celui de hier, il y a des moments où on est un peu dans des crises de schizophrénie, je pourrais dire. La schizophrénie d'organiser un festival avec des millions d'euros, voire des milliards qui circulent comme ça partout, et d'être presque, nous, en cessation de paiement depuis des années et des années et des années. Et donc, la schizophrénie, elle est là. Vous voyez, on sait très bien qu'il y a énormément d'argent dans le luxe, et nous, on n'en a pas assez pour faire vivre correctement, au quotidien, pour l'avenir, ce festival. Donc, voilà, dans cette journée sur les industries créatives, et avec tous les amis qui sont là, il me semblait important de dire que cette schizophrénie, des fois, fait se poser des questions. Et puis il y a aussi la schizophrénie du plaisir des artistes immense, de la joie que ce festival procure. Ça se voit depuis que vous êtes arrivés, on ne se le cache pas, on se le dit à maintes reprises. Et puis évidemment toujours cette difficulté de ceux qui ne sont jamais contents de rien, qui trouvent qu'on n'est pas dans la mode et que ça ne va pas, qu'il n'y a pas assez de voitures, et pas assez de restaurants, et pas assez d'hôtels, et pas assez de beau temps, et pas assez de soleil. Et trop de cigales. Enfin, oui. Bon, bref, j'arrête là. Mais je ne pouvais pas commencer cette journée si belle, si importante, sans partager avec vous. Et puis quand je vois la beauté des gens qui sont là ce matin, encore plus. Voilà, la beauté de ces jeunes créateurs, de ces jeunes artistes à qui ce festival doit tant, et j'espère donne autant qu'il reçoit de votre part. Voilà, merci Pascal, en tous les cas, de me proposer d'être à vos côtés. C'est avec Didier qui a créé ces rencontres il y a 23 ans avec pas mal de gens qui sont là. Et évidemment, c'est devenu quelque chose de très important pour faire avancer l'industrie, pour faire avancer l'industrie de la mode et faire avancer aussi, bien sûr, le festival. Donc, merci beaucoup de ce moment partagé. On a parlé de ce Centre national de la mode. Évidemment, vous imaginez à quel point pour nous c'est un phare, après ce que je viens de vous dire. Donc, Inch'Allah, il y a suffisamment de gens dans la salle ce matin pour faire en sorte que ce projet fonctionne. On aura l'occasion d'en parler dans les jours et les semaines qui viennent. Merci de vos bonnes énergies et à tout à l'heure. Merci, Président. Merci, Jean-Pierre. Je vais vous dire quelques mots et d'abord avoir une pensée. On va faire un selfie tous ensemble, l'envoyer à Didier, parce que c'est effectivement Didier qui a... Il faut qu'on fasse ça, genre photo collective, comme pour toutes les journées de l'IFM, on va faire ça. Tout de suite d'ailleurs. Voilà, déjà là. Donc on peut lui envoyer. Allez, avec Clarisse, avec Clarisse. Voilà. Hop. Vous avez du temps là, hein, avec Oscar. Allez, comme ça. Tim. J'ai le bras long. Rentrez, vous êtes en retard, rentrez. On ne fera pas d'allusion à ton retard, Catherine. Voilà, écoutez, non, moi je voudrais dire 2-3 choses. La première, c'est que ce festival est vraiment un festival extraordinaire, ce qu'on se dit, on parlait hier, enfin, tout le monde. Parce que ce qui est formidable, c'est qu'il a complètement changé de nature, il a continué, non pas de nature justement, il a continué de se développer, on a parlé avec Delphine hier. Et il a toujours gardé le même état d'esprit, la même culture, la même sincérité, en comparaison à d'autres qui ne sont pas nécessairement dans la mode et que je ne citerai pas. Et je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de statut, il n'y a pas, on est tous, il y a ce climat, il y a d'équité générale, et tout, on est réunis autour de toi, et autour du festival, et autour des créateurs et des créatrices et de la création. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu sais ce que tu as dit avec Kira, les gens formidables, très contents, mais je pourrais dire exactement la même chose, il faudrait juste remplacer cigale par pigeon,
Mais c'est un peu la même problématique, quoi. Au sens strictement propre du terme pigeon. Voilà. L'autre chose, c'est qu'effectivement, bon, je pense qu'on est tous là, enfin, à tes côtés, aux côtés de Pascal, pour soutenir le festival, pour soutenir le beau projet, le beau et grand projet dont tu as parlé, sur lequel on va tous travailler. Maintenant, pour ce qui concerne les rencontres, je voudrais juste rappeler, juste brièvement, que les rencontres, initialement, on traitait le sujet extrêmement, on va dire, distinct. Il y avait une certaine forme de schizophrénie volontaire, mais quand c'est nonobstant attaché à réduire non seulement au strict minimum, mais même à éliminer, puisqu'on parlait de l'OMC, de la fin de l'abolition des arrangements multifiés, ce genre de choses, et que c'est très important, ces sujets à l'époque, etc. Mais je dirais que, outre le fait que maintenant ça s'inscrit beaucoup plus, très naturellement, complètement naturellement dans le cadre, c'est pas à côté, c'est dans le cadre du festival, depuis un certain nombre d'années, ben c'est aussi parce que la question de la création et de la question de la création des savoir-faire est devenue un sujet encore plus crucial autour duquel tout gravite. Ce sera d'ailleurs un des thèmes de ce matin et de cet après-midi. Et puis le dernier point, c'est que quand on a choisi, quand on a déterminé, quand on a travaillé sur les thèmes, on a pensé à celui, et moi ce qui m'est apparu très naturel, et déjà donc avec l'équipe, c'est le thème des communautés, donc ce qui paraît extrêmement vague, donc tout dépend de la manière dont on le traite, mais c'est l'innovation, elle vient toujours de la transversalité, de la diversité. C'est pas toujours compris malheureusement, et ça c'est un autre débat. Pourtant c'est comme un axiome pour l'innovation. Et pourquoi est-ce que tout le monde vient à Paris et ailleurs? Pourquoi est-ce que tout le monde vient? Parce qu'il y a tous les talents qui sont réunis. Et c'est pourquoi est-ce que les studios de marques qui ne sont pas implantés à Paris viennent s'installer à Paris? Parce qu'il y a tous les talents. Tous les talents, alors ça veut dire aussi dériver des panels sur ça veut dire aussi les coiffures, ça veut dire la coiffure, ça veut dire le make-up, ça veut dire tout ça. Et ça veut dire aussi cette particularité qu'il y a aussi aujourd'hui, donc à Paris, pour parler de la Paris Fashion Week, du regroupement des talents de toute nature, donc avec la musique, avec le cinéma, avec le digital, avec cette accélération qu'il y a eu après le Covid, et tous les arts. Donc c'est toujours cette idée, cette perspective de l'unité des arts, et autour de la mode, qui est, comme tu as mentionné, les industries créatives et culturelles, la mode est au cœur de tout, en tout cas dans notre pays. Si on parle de la Corée, si on parle d'autres pays ou des États-Unis, c'est une autre histoire, mais c'est toujours la même problématique. Et d'où le fait qu'en un mot, ce programme, on l'a articulé autour de tout ça, et quand on a échangé, quand on se parle beaucoup, bien sûr, avec Clarisse, c'est ce qu'on se disait, c'est qu'a priori, même le défi qui soutient inlassablement et si précieusement les rencontres, donc la fédération et donc de facto aussi le festival, c'est un comité, c'est pas à moi d'en parler, mais c'est un comité qui a trait à une taxe affectée qui porte sur l'habillement, mais le principe même, c'est que la mode, c'est autour de tout. Et donc si la mode, donc dans notre pays, worldwide, on va dire globalement, et si tout ça représente un terreau si fort d'expression de la créativité, ben c'est parce qu'il y a tous ce rassemblement des talents, mais ça que je vous le savez, hein, je prêche, j'ai convaincu, mais enfin il y a beaucoup qui nous écoutent, parce qu'on est enregistré là, et on est vu là en direct, en transmission partout, y compris au Mexique, il est assez tôt, à New York encore plus, voilà, donc il y a des gens qui nous écoutent en ce moment à 2h du matin, un peu plus tard, pas, mais voilà. Merci, d'ailleurs je vous salue tous, hello, hi, hi to everybody. I hope the weather is okay and nice in Mexico, but you don't know because just maybe it's full night. I'm sorry about that, but we didn't have a choice. Donc voilà. Et donc dans le programme, c'est l'idée donc vraiment de cette transversalité, avec ce matin la transversalité au nom de ce qu'il est convenu d'appeler la French Touch. Et c'est pour ça qu'on est cette année qu'on bénéficie de la coopération aussi, je dirais, nous trois, les institutions qu'on représente, de la coopération de la BPI. Alors, au sujet de la French Touch, il y a un devoir, non pas de vacances, mais pas de week-end, parce que vous êtes occupés, parce que le concept de French Touch, il a quand même démarré au départ dans la musique, et
il est interdit de ne pas voir avec émotion le documentaire de DJ Mehdi en 6 parties. C'est extrêmement important, ça fait comprendre beaucoup de choses, dans la musique et pas seulement, donc il faut voir ça. Voilà, c'était ce qu'on voulait vous dire tous les trois, on était convenus de vous dire ça ce matin. Et puis, donc ça c'est la première chose. Et ensuite, Karine va commenter, on va commenter tout ça, etc. Le second, évidemment, la question écologique, elle est incontournable, mais on l'a déjà traité ici, mais il y a 1000 manières de le faire, parce que c'est un sujet fondamental. On aurait pu prendre un axe beaucoup plus technique, beaucoup plus, entre guillemets, affaires publiques, en vertu des grosses batailles qui se livrent en ce moment, ou des grands débats, en tout cas, sur la question de savoir comment est-ce qu'on matérialise les choses et comment les politiques publiques sont conformes à ce qui est fait effectivement notamment par les créateurs et créatrices qui sont absolument pénétrés de l'importance que tout cela revêt, en termes environnementaux, en termes sociaux. Parce qu'il y a des contradictions dans tout ça, etc. etc. Mais l'idée, c'est qu'on est ailleurs, et que ça se passe autour de la création. Donc c'est l'écologie autour de la création, et pour accompagner la création, pour accompagner les créateurs et les créatrices. C'est ça le sujet. Et puis le troisième thème, c'est l'idée de la création. Alors je suis désolé, parce que si vous êtes là cet après-midi, on recommencera à expliquer aussi, donc il y aura la deuxième session. Donc si vous êtes là cet après-midi, vous ne pouvez ne pas écouter ce que je suis en train de dire, parce que vous pourrez l'écouter cet après-midi, en plus vous serez plus réveillé, vous l'écouterez à votre davantage d'attention, donc on pourra reprendre ce débat tout à l'heure. Bref, l'après-midi QCM, voilà. Donc c'est le troisième, donc les deux sont cet après-midi, le deuxième et le troisième, c'est sur la question du national, ou du régional, du local et du mondial. C'est-à-dire comment ça se passe, parce qu'on part de notre écosystème, j'ai envie de dire conjoint, et puis de l'écosystème, alors on aurait pu parler au niveau européen, mais tout ça, ça nous est donc familier, et on va parler de l'écosystème pas seulement de la mode, mais de la mode et de la création et des industries créatives et culturelles, donc en Chine, au Japon, globalement dans le continent, enfin dans le continent africain, enfin, en Afrique, et puis bien sûr en Amérique. Et vous allez voir qu'il y a des différences dans tout ça, mais que le thème général de ces trois panels, c'est la mode tisseuse de liens. Donc la question est de savoir comment ces écosystèmes s'emboîtent les uns dans les autres et comment tout ça se fait autour de la création. Alors, finalement, on a différé pour l'année prochaine celui qu'on avait prévu de faire sur le digital, parce que ça nous emmenait dans des débats complexes, et y compris dans la question de la communauté, parce que la communauté, ça peut se faire aussi avec des intelligences artificielles. On a plein d'exemples. Voilà, c'est la question de l'empathie aussi avec le robot, bon, ce type de choses. Mais on a différé ça. C'est des questions, on vit dans des environnements qui paraissent dystopiques autant qu'ils sont réels. Et on sait très bien qu'on est très proche de ça. Carole pourra en parler cet après-midi. Et donc, on va faire... Enfin, on n'a pas procrastiné, mais on ne peut pas tout faire tout en même temps. Hein. Il faut faire des choix. Donc, on s'est concentré sur ces aspects-là. Donc, la dimension digitale elle sera intégrée aux différents panels d'aujourd'hui. Et puis, je peux vous parler... Je n'ai pas le temps de vous parler du programme donc 2025. J'ai commencé de le faire. Je peux vous dire aussi qu'on est absolument prêt pour 2026 et 2027. Ah ben non, nous, on est dans le festival. On est dans le festival. Donc, on est dans la sérendipité, dans la spontanéité créative et hautement rationnelle. Parce qu'on est dans la création. N'est-ce pas, Clarisse, qui soutient la création avec la Paris Fashion Week, avec la plus grande des convictions et le plus grand des engagements parmi beaucoup d'autres choses qui concernent l'avenir de nos métiers, de la création, de la France, de l'Europe et du monde. Bon, bonjour à toutes et à tous. Difficile de passer derrière Pascal. Donc voilà, après une envolée aussi lyrique. Alors d'abord, je voudrais remercier une fois de plus, j'allais dire Jean-Pierre Blanc et aussi Pascal Mussard, pour avoir su conserver cet esprit du Festival d'hier, cet esprit si précieux, fait de découverte, de création, de sincérité, très grande sincérité. C'est pas devenu un festival qui, au fil des ans, est devenu de plus en plus pompeux, normé, qui à chaque fois nous surprend, qui à chaque fois nous éblouit et nous émeut. Alors, le sujet, effectivement, le défi, depuis le début, soutient ces rencontres, et indirectement le festival. Sur les communautés, le thème choisi par la fédération,
Effectivement, il est extrêmement important, les communautés. Alors tout d'abord, j'allais dire, soyons extrêmement clairs, il ne s'agit pas de communautés fermées, exclusives, qui se regardent le nombril et qui dressent des barrières autour d'elles. C'est justement notre secteur, c'est exactement le contraire. Et la mode, c'est le lien, comme l'a dit Pascal, c'est la vie, c'est l'émotion. Et ce sont des choses extrêmement importantes pour la vie de tous aujourd'hui. Et dans un monde qui se norme, qui devient rude, où, j'allais dire, il y a de plus en plus d'exigences autour de nous, il faut savoir garder cette volonté de créer et de ne pas, j'allais dire, tomber dans une espèce de repentance. Je veux dire, on entend « la mode, l'un des secteurs les plus polluants du monde ». Ouf, je veux dire, on ne parle pas des bitcoins, on ne parle pas des serveurs, on ne parle pas de l'IA, on ne parle pas des transports aériens, on ne parle pas de la chimie, on ne parle pas des cimenteries. C'est assez étonnant, mais la mode, oui. Je veux dire, or la mode, c'est la liberté. Je veux dire, il n'y a pas de mode s'il n'y a pas de lien aux autres. Et c'est ce lien avec le monde, avec les gens qu'il faut savoir garder et réinventer à chaque fois. D'où tous ces sujets qui vont être abordés, ces liens, ce tissu riche qu'il faut nourrir envers et contre tout, hein, évidemment, avec toutes, j'allais dire, les industries créatives, qui sont une richesse et quelque chose d'extrêmement précieux et très caractéristique de la France. Je veux dire, il n'y a pas dans d'autres pays de référence culturelle aussi forte, d'enracinement culturel aussi fort qu'en France. Et ça, il faut le développer, il faut partager avec effectivement les musiciens, les peintres, les photographes, le cinéma. C'est vraiment votre terreau qu'il faut, j'allais dire, envers et contre tout, enrichir, démultiplier et pas tomber toujours, j'allais dire, sur cette repentance. Sur l'environnement, effectivement, exigence absolue, mais là aussi, on peut être innovant, on peut inventer. La solution, c'est pas forcément, j'allais dire, le petit costume Mao que tout le monde porterait avec repentance pour effectivement réduire les émissions de CO2. Il faut quand même, on peut inventer des choses, la façon de faire les choses, la façon technique également de faire des fibres, des tissus, des produits. Il y a beaucoup de choses possibles. Et là, il faut ouvrir ses chakras. Et puis, évidemment, c'est l'international. Il ne pourrait pas y avoir, j'allais dire, un monde créatif franco-français avec des parois de verre, un plafond de verre partout. Donc, repartez de ces journées, de ce festival, avec cette détermination et cette envie de s'ouvrir encore plus, j'allais dire, au-delà peut-être même de vos mondes habituels. Sortez et, j'allais dire, démultiplier vos interactions et vos collaborations. Voilà. Très bonne journée. Merci Clarisse. Je voudrais dire, on a presque fini parce que bientôt le panel va arriver, mais dans tout ça, dans toute cette lutte que je qualifierais, c'est ce que je dis assez régulièrement, de combat politique, notamment contre le fonctionnalisme, voilà, entre autres aspects. On est soutenu, donc notamment pour le premier panel, pour les rencontres par une... alors je vais peut-être le dire parce que I'm not sure if you speak French, Delphine, and it's a French public company which is called BPI. You may know that. And Delphine, why don't you come over? I know you're shy. You're a shy person. Tu veux un micro peut-être? Merci beaucoup, merci à tous. Bonjour, je m'appelle Delphine. Ça fait un peu plus de quasiment 20 ans. Delphine Lemintier, pardon, je travaille chez BPI France. Je travaillais autrefois notamment pour Didier, Mode et Finance qui est devenu en fait un des héritages de BPI. Donc aventure qu'on perpétue. Et ça va faire presque 20 ans en fait que je viens au festival et c'est toujours un vrai bonheur en fait d'être là. Et Didier d'ailleurs disait que le festival deviendrait un jour le Davos de la mode. Finalement, quand on voit en fait la qualité de ces créatifs qu'on a pu voir hier, de ces intervenants, de son public, on s'en rapproche tout en gardant ce qu'on se disait, cette sincérité, cette poésie qui lui est si propre. Donc, ravi aujourd'hui d'être pour la première année représentant de la French Touch et partenaire du festival et de ses rencontres. Merci Jean-Pierre, merci Pascal de nous avoir donné cette opportunité. Finalement, que ce soit le festival, la Fédération de la haute couture,
le défi BPI France et la French Touch, on œuvre tous un peu pour la même cause assez exceptionnelle qui est de mettre en lumière les talents d'aujourd'hui et de demain. Alors peut-être quelques mots pour la French Touch, dont on parle là, c'est cette communauté des industries créatives qui est portée par BPI France depuis 2020. Donc une communauté à laquelle on croit beaucoup. Notre objectif, c'est quoi? C'est de les faire rayonner, donc faire rayonner ces industries. On parle bien entendu de la mode, mais la musique, le cinéma, le design, le jeu vidéo. Et surtout, en fait, nous, au sein de BPI France, c'est de leur donner les moyens, en fait, de grandir et de rayonner au travers le monde. BPI France a la French Touch, en fait, comme priorité stratégique. Donc ça, c'est chouette. En fait, on veut faire de la France le plus haut lieu de la mode créative, le phare, un phare dans la production audiovisuelle et musicale, un centre de référence pour les industries de la mode, du luxe et de la cosmétique, et une référence également pour le design, le jeu vidéo. Que vous dire d'autre? Aujourd'hui, en fait, depuis 2020, c'est plus de 7 milliards qu'on a pu injecter dans ces secteurs, donc on est très contents. Mais aujourd'hui, ce mouvement, il serait rien sans son cercle aussi d'ambassadeurs, et je tenais à remercier... Oui, pardon, Jean-Pierre, je sais que... c'est dans les entreprises de ce secteur. On a pu donner quand même un petit peu sur le festival. En tout cas, l'idée, c'était vraiment de contribuer à ce rayonnement. Voilà. Je savais que cette phrase, il fallait pas que je la dise, mais bon. Et non, et donc voilà, ce mouvement, il serait rien sans son écosystème et notamment ses ambassadeurs. Et je tiens à remercier particulièrement Nicolas. Donc Nicolas Santiveille qui va animer justement la table ronde juste après pour ta présence et ton énergie inestimable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que tu fais pour la French Touch, c'est exceptionnel. Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut avec la French Touch, c'est justement créer en fait un pont entre toutes ces industries créatives. Comme on se disait, la mode unit les arts en fait se rassemblent et se nourrissent en fait mutuellement. Et finalement, quel meilleur lieu que le festival et cette ville à Noailles pour incarner cette transversalité dans les arts. Donc voilà, je vous passe la parole. Peut-être Jean-Pierre, tu peux dire un petit mot? Bon, moi, je sais que je suis quelqu'un de pas bien élevé, que certains d'entre vous le pensent. Mais alors, je vais le dire, je vais retraduire ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on ne fait pas une levée de fonds pour le festival d'hier, on va crever. Donc j'entends bien ce que vous dites tous, très gentiment, que vous adorez le festival, que c'est formidable, que c'est libre, que c'est un peu mal organisé et qu'on adore. Mais nous, je vous le dis, si on ne fait pas une levée de fonds, on n'existera plus dans pas longtemps. Voilà. Donc je ne pouvais pas passer un message plus clair. Je peux le faire en anglais aussi, si vous voulez. Mais en tous les cas, c'est très sérieux ce que je vous dis. Si on ne le trouve pas, la solution ensemble, ce festival n'existera plus. Notre budget de fonctionnement à l'année à la Villa Noailles, c'est 6 millions d'euros. Pour faire toute l'année. 350 jours par an. Avec 40 personnes. Vous voyez, on le met à l'échelle de ce qu'on a l'habitude de faire dans la mode. Donc vous imaginez ce que ça veut dire comme budget pour ce festival-là, quand on a 6 millions pour l'année. Donc voilà, on fait avec des bouts de ficelle. Je sais que ça ne vous plaît pas quand je le dis, mais on fait avec des bouts de ficelle. Voilà. Merci de votre écoute. Je sais que je suis mal élevé, je sais que ça ne se fait pas de dire ça, mais si je ne le fais pas, on va crever et ça sera ma responsabilité de ne pas l'avoir dit. Merci en tous les cas de m'avoir donné la parole. Merci Jean-Pierre, c'est important très important de le dire. Alors donc maintenant, écoutez, on va se séparer ce matin, puis on se retrouve pour la première table ronde cet après-midi. Non, je plaisante. On y va. Merci beaucoup, merci Pascal. Messieurs, dames, justement, cette table ronde, si vous voulez bien me rejoindre sur scène, parce que je ne vais pas la faire toute seule, cette table ronde. Allons-y. Autant de talents réunis autour de cette table. Oui, vous pouvez les applaudir. Alors, tiens, Pierre, puisque tu es le dernier, est-ce que tu peux peut-être prendre les micros? Je pense que ça va être pas mal aussi d'être avec des micros pour discuter ensemble. Eh ouais. Voilà, bon. Le ton est donné. Je vois qu'on a une bonne quantité d'énergie, là, tous ensemble, une bonne quantité de talent. Ça devrait bien se passer. À la fin, ça se termine par un spectacle tous ensemble. C'est ça, hein? On est d'accord, hein?
Ok, ça marche. Donc je ne vais pas revenir sur l'introduction de la mode tisseuse de liens autour des industries créatives. D'ailleurs, on en a eu un petit exemple aussi lors des JO. C'était pas mal aussi, ça, pour donner l'exemple de tout ce rassemblement. Petit tour de table pour commencer. Fanny, à côté de moi, Nema Abadi, bonjour. Bonjour. Côté musique, plutôt, mais pas que, justement. En fait, je ne veux surtout pas vous cataloguer les uns les autres, c'est bien le sujet aujourd'hui. Tout de même, 13 ans chez Sony, depuis 2019, tu as créé le département Brand Partnership au sein de Believe, et tu fais aussi de la curation sur toutes sortes d'autres projets. Oui, absolument. J'ai créé le département Brands chez Believe, ce qui consiste en fait à mettre en place des partenariats entre des marques et des artistes et de protéger aussi les droits des artistes, que ce soit les droits images, les droits d'édition, les droits master, dans le cadre d'un partenariat avec des marques. Et donc notre rôle, c'est de créer des ponts entre la musique et les marques de tous les secteurs, donc aussi bien la mode que le sport ou bien des marques plus food. Voilà, c'est très large et en général, l'idée c'est de créer des collaborations sur mesure qui ont du sens et qui remplissent tous les intérêts, que ce soit images ou même financiers parfois. Alors on rentrera effectivement dans les le détails. dessous et dans les coulisses de tout ceci. Je commence par ces dames, messieurs, on est d'accord. Marion Meilander est avec nous également. Bonjour. Marion. Architecte d'intérieur, designer, mais là encore, on est vraiment dans une pratique transversale du métier, totalement avec ton studio. Et aussi, et ça on en reparlera, l'an dernier, présidente du jury Design Parade de Toulon. Donc tu te retrouves un petit peu chez toi aujourd'hui. C'est ça, je reviens. Émeric Tchatchoua, bonjour. Directeur, alors voilà, le micro, directeur créatif de 3 Paradis, marque lancée en 2013, qui habille entre autres, on commence à faire un peu de name dropping, comme ça, au hasard, Billie Eilish, Kylian Mbappé, DigiSnake, Justin Bieber, etc., pour ne citer que. Et spécial prize en dame 2024. Félicitations. Merci. Au-delà de tout l'univers créatif, tu t'es enrichi aussi entre le Cameroun, Londres, Paris, Montréal. C'est aussi tout ça qui fait la vitalité de ta création. Gary, à côté, bonjour. Bonjour. Gary Farkas, là on est plutôt côté cinéma, enfin ça démarre comme ça et puis après ça se passe ailleurs. Entrepreneur surtout. Production de long métrage, fantasme, on est plus dans les films de mode et de luxe et également l'agence photo Phénoména, c'est ça ? À peu près, ouais, ça. Mais j'ai vu qu'il y avait aussi des restos, il y avait aussi d'autres choses. Oui, c'est effectivement. Mais en gros, Vixen, qui est une société de production de longs métrages, fiction et documentaire. Fantasme, qui est une société de production de publicité spécialisée dans le luxe et la mode et de clips de musique. Et Phénoména, qui est une agence de photographes. Et le but, c'était de décloisonner tout ça et justement de créer une sorte de studio créatif pour pouvoir travailler avec les talents et les amener dans ces différentes industries. Eh ouais, c'est bien ça le sujet. Nicolas, je te garde pour la fin, ne m'en veux pas. Pierre Marchal, au départ, master de design de vêtements, ce qui est devenu l'IFM, plutôt. Tu as fait de la com de marque, tu es passé chez Harper's Bazaar, tu as ton studio JPPM depuis une dizaine d'années. Et toi, ton truc aussi, c'est de la curation de talents par divers biais. Donc, on revient sur cette idée de rassembler et de trouver les uns et les autres pour se parler. Exactement. Et de construction de communauté. Nicolas, donc last but not least, Nicolas Santiveille, DG d'Ami 2013. Je me résume juste à ce qui nous sert aujourd'hui. Pardonne-moi, je ne fais pas tout le pédigré. Co-fondateur du label French Parade en 2022, fondateur du coup avec BPI de French Touch depuis 2020, donc en plein Covid, mais c'est pas grave, on est reparti derrière. Chantre de la cross-pollination. Tu vas nous très joli mot, très joli mot. Et je regardais, alors sur le profil LinkedIn, tu as un petit mot, invincible ensemble. Ah oui. C'est ça tout le cœur du sujet. Ça, je pense que ça résume pas mal tout le sujet de la table ronde. C'est, comme l'expliquait même Gary, c'est de casser un peu les barrières et de se rendre compte que si on est ouvert à l'autre, si on est ouvert aux rencontres et qu'on considère même une autre marque ou un autre secteur comme une collaboration potentielle et pas comme un concurrent, on peut créer de très belles choses ensemble et même des choses un peu improbables ou dans des timings non convenus, et c'est là qu'on se surprend et qu'on peut créer des surprises. C'est pour ça que tu as créé le label de musique ?
Le label a été créé suite à la première édition de We Are French Touch, donc l'événement porté par la BPI et par We Are, d'Eric Newton. Et on m'a présenté une artiste américaine qui avait choisi la France par passion, par coup de cœur, et qui était malheureuse. Et un ami musicien m'a proposé de la rencontrer pour l'aider. Et elle m'a raconté son rêve. Elle me dit, voilà, mon rêve, c'est de jouer sur scène un morceau que je viens d'écrire. Et il se trouve qu'il y avait cet événement un mois plus tard. Donc ça a été un peu compliqué de la glisser dans la programmation avec un certain label. Et puis elle est montée sur scène avec une harpiste magnifique qui se trouve être la fille de Pascal Morand. Moi aussi, je fais un peu de name dropping. Alexandra, et ils ont fait un duo absolument exceptionnel, piano-harpe. Moi, j'ai un coup de cœur, et comme je pense la moitié de l'Élysée-Montmartre. Et quand elles sont descendues de scène, je dis on ne peut pas garder ça pour les 1200 personnes qui sont ici dans cette salle de concert avec nous. On était post-Covid, c'était beau, c'était doux. Je vous invite tous à aller l'écouter. Donc, elle s'appelle Nikki Black. Et quand elle descend de scène, je dis je vais t'enregistrer. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes, t'es dans la mode, t'es pas dans la musique. Je dis oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Et de fil en aiguille, pour l'enregistrer, je lui ai présenté un producteur musical qui a eu un coup de cœur, qui m'a prêté son studio pour l'enregistrer, et qui, après la rencontre, quand il a vu le niveau de talent de la personne, m'a dit, mais t'en as beaucoup des comme ça. Je dis, bah, j'en ai plein, moi c'est ma passion, c'est pas mon boulot. Il dit, bah, viens, on crée un label ensemble pour les mettre en lumière. Et c'est d'où la naissance du label French Parade. Et avec une idée que je trouve assez intéressante, qui est à la fois d'accompagner des jeunes talents français à l'étranger. Donc on a signé avec Vagram Music pour la distribution internationale, mais aussi d'essayer d'aller accompagner des talents étrangers qui veulent venir en France, et que ce soit dans la mode, la musique ou la télé, c'est pas forcément évident quand on n'est pas français de comprendre un peu les rouages, pour rester poli, de distribution, de financement, etc. Et donc voilà, d'essayer de les aider, de les accompagner. Je fais un petit coup de pub le 8 novembre. Pour ceux qui aiment le rock, on fait un très beau concert d'un groupe de rock canadien qui s'appelle 2120 et un groupe de rock anglais qui s'appelle Gingerella, présenté par Nicolas Hulman. Donc notez bien le 8 novembre, c'est genre 12 € ou 18 €. Enfin bon, c'est rien par rapport à ce qui va se passer sur scène. Donc je publierai, notez ça. Mais voilà, non, mais au-delà de faire la pub, c'est un exemple. Combien d'artistes aujourd'hui dans le label ? On a 6 artistes. On essaie d'en avoir pas trop, mais de bien les accompagner. Et le petit coup de chance qu'on a eu, c'est que le premier artiste qu'on a signé en solo, qui avait déjà un groupe, premier morceau qu'on a produit, on l'a mis sur un film, et ce film se trouve être un petit truc en plus, 10 millions d'entrées. Donc autant vous dire que l'artiste est content, et ça a attiré pas mal de monde dans le label aussi. Quel pont tu fais entre ce business-là, cette activité-là que tu as maintenant, et ton activité dans la mode Ami ? Est-ce que tu fais des ponts, parce qu'on l'a vu, les uns et les autres habillent beaucoup d'artistes. Est-ce que tu cherches à les faire ou pas du tout ? Je sais pas si je cherche à les faire, mais je pense que si on arrive dans une démarche assez ouverte, ils se font naturellement. Parce que la mode a besoin de la musique a besoin du cinéma. Tout est parti. L'idée de la naissance du mouvement French Touch, l'idée c'est que je me rendais compte que la France à l'étranger était en mouvement dispersé. Et on regardait notamment avec Clarisse, on a parlé assez tôt du festival South by Southwest à Austin au Texas, et je me suis rendu compte que le Pérou, le Brésil, le Canada y allaient en ordre organisé, avaient une délégation, avaient un lieu où réunissait tout le monde, et quand la France y allait, il y avait Ubisoft qui était là, il y avait Canal qui était là, il y avait aucun mouvement, aucune organisation. Donc je me suis dit c'est con, donc un peu excité du goulot, je me suis dit je vais booker un hôtel, un boutique hôtel, et on va mettre tout le monde sous le même toit. Et on a organisé, on a fait... je suis allé parler à des peintres, à des chanteurs, à des danseuses, à des artistes, Inès Longial, Clara Luciani, plein de monde qui me dit « Ah ouais, mais trop cool, on va tous venir ensemble, on va faire un karaoké géant, une conférence, VR, table ronde, un truc assez sexy. » Moi, j'ai eu le nez creux parce que j'ai fait tout ça en 2020. Le festival a été annulé, les frontières fermées. Je me suis pris 3 ans de procès par quelqu'un que je ne citerai pas. Ils m'ont quand même débité. Là, je vous le dis en rigolant, mais croyez-moi, pendant le confinement, je rigolais pas. Ils m'ont débité le solde des chambres de toute la délégation sur mon Amex. Un petit 42 000 $ comme ça, un matin au petit déjeuner, vous êtes contents. Donc voilà, donc il faut être convaincu quand on veut faire quelque chose comme ça. Je vous passe la suite du procès, ce que ça m'a coûté et tout, mais 2 ans plus tard, on y allait, on était 100 personnes, on a fait une journée de conférence, on a fait une soirée avec Pedro Winter, avec Céron, avec Mid, mais tous les pays venaient nous voir, et la French Touch rayonnait. Donc voilà, donc dans ce cas-là, on oublie les procès, on oublie les trucs relous, et les ponts se font parce que c'était de la mode, c'était du cinéma, c'était de la musique, et c'était la France collective, la France qui rayonne ensemble.
On reviendra dessus tout à l'heure, mais Fanny, la spécialiste musique, aujourd'hui autour de la table, c'est toi. En tout cas, ton histoire, elle commence par là. Tu as créé ce département. Est-ce qu'on peut avoir un micro pour Fanny? Merci. Tu as créé ce département, on disait, chez Believe, parce qu'il te semblait important et parce que toi aussi, même vision, tu dis à un moment donné, il faut sortir de son petit confort, il faut décloisonner. Et en plus, tout le monde a y gagné au-delà de l'aspect business, quoi. Parce que ce qu'on voit d'abord, c'est ouais, bah d'accord, mais chacun fait son business. Oui, voilà. oui, bien sûr. En fait, moi j'étais chez Sony Music et je m'occupais de la communication au sens large et de l'image des artistes. Et donc ça incluait la promotion par les médias, mais aussi dans le hors-média, donc tout ce qui est événementiel, etc. Et en fait, tout le succès un peu des artistes parfois reposait aussi sur le niveau de visibilité qu'on leur donnait qu'à travers les médias ou à travers des concerts qui pouvaient être montés. Et c'est pour ça que très rapidement, avec la démocratisation, on va dire, de la relation marque-artiste qui s'est opérée, je trouve assez rapidement dans le rap français, notamment avec le sport, où de plus en plus c'était pas mal en tout cas de faire une pub Adidas avec un artiste, enfin qu'un artiste musique fasse une pub Adidas, c'était plutôt censé. Et en fait, assez naturellement, c'est pour ça que tout s'est enchaîné. J'ai créé ce département, on est venu me chercher pour créer ce département, justement dans l'idée de répondre à cette problématique-là de l'importance en fait de créer justement des ponts et de décloisonner la musique aussi et de l'emmener ailleurs et de créer des collaborations pour renforcer en fait les arts au sens large, en fait, que ce soit la musique ou la musique et la mode, la musique et la réalisation dans le film, dans le cinéma ou voilà, et de connecter à différents talents et de créer des collaborations pas forcément financières, mais qui amplifient, qui sont authentiques et qui amplifient le message surtout. Ouais. Et la valeur de la musique aussi, ce pourquoi les artistes font de et la ça musique. aide au storytelling. Et ça aide complètement au storytelling et parfois les artistes ont besoin aussi d'avoir des partenaires comme ça pour appuyer ce storytelling et leur donner un autre champ de visibilité en fait. Et c'est là où les marques et souvent même dans la mode ou d'autres marques dans le sport, etc., peuvent apporter en fait cette lumière-là et renforcer un storytelling pour un artiste et des valeurs en tout cas. T'as un ou deux exemples? Tu travailles notamment avec Jul. Jul, c'est mon exemple phare, mais oui, Jul, typiquement, il fait sa musique dans son coin depuis des années. Il est même un peu snobé par beaucoup, mais il est ultra populaire. Et en fait, lui, sa passion, c'est le sport. Et donc, on a été approché des marques, ses marques préférées, qui sont ASICS ou Casio, ou voilà, il en a quelques-unes. Et en fait, on les a approchés en leur disant, voilà, on a envie de faire des choses avec vous et de raconter une histoire autour de l'univers de Jul et de votre univers à vous. Donc, Casio, il y avait une dimension du temps. Et lui, il a l'univers ovni, extraterrestre, etc. Et donc, en fait, on crée des histoires avec un partenaire et donc ça devenait des partenariats commerciaux puisque c'est un artiste qui est très puissant, mais on a créé des partenariats du coup assez ludiques, fun, et qui ont créé des vrais rendez-vous en fait avec le public pour sa musique et aussi pour s'offrir un produit ou quelque chose, voilà. Parce donc que c'était des collabs images et produits. C'est ça, ouais. Des rendez-vous commerciaux, mais des créatifs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, parce que c'est ça qui est important, c'est notre sujet aussi aujourd'hui, on parle bien de création et pas seulement de business. Oui. Comment vous les travaillez? Justement, en général, l'idée vient souvent de l'artiste, d'une envie, et en fait, typiquement, Jul, mais il y a d'autres exemples. C'est un artiste qui va avoir envie de raconter une histoire et de créer quelque chose avec un partenaire, mais qui a besoin on va dire d'accompagnement pour permettre ça en dehors de sa musique, quoi. Et donc, je sais pas, on a fait un partenariat avec un artiste qui s'appelle Gaël Faye, qui est aussi écrivain. Et donc, on a approché la marque Pilote, typiquement, qui a des valeurs très belles de l'écriture, etc. Et donc, la créativité là-dedans, c'était de créer un spot publicitaire où il écrivait un texte spécifiquement pour ça, avec une réalisation visuelle assez belle, où les messages, le message principal, c'était de l'ode à l'écriture manuscrite,
mais mis en scène et mis en lumière d'une manière très créative et sans vendre quoi que ce soit. Voilà. Et donc là, ça renforce le propos de l'artiste et le propos de la marque. La musique, Émeric, elle fait complètement partie aussi, là du coup, dans l'autre sens, source d'inspiration totale. Tout à fait. À quel niveau tu me disais, c'était la poésie à la maison et le hip-hop. Déjà, mon principe créatif, c'est la métaphore. Donc, j'ai compris ça après, à travers le temps, que ma première interaction avec l'art, c'était avec la poésie à l'école et le hip-hop à la maison. Et les poètes ou les chanteurs de hip-hop utilisent des métaphores pour raconter des histoires. Et donc, moi, je fais un peu la même chose avec les vêtements. J'utilise des couleurs, des volumes, des tissus, de la musique, vraiment tous les éléments qui créent un vêtement et son univers, de façon à créer des métaphores et de façon à raconter des histoires. Donc je pense que la musique, c'est une grande inspiration pour moi. J'ai des collections sur lesquelles j'ai travaillé qui ont commencé à travers une note, ou à travers une rime, qui a donné une ouverture vers tout un univers et vers toute une histoire que j'ai essayé de raconter. Donc bien sûr aussi, la musique, moi, a été très importante dans mon développement personnel. Je pense que ça a créé ma personnalité, mon ego. C'était vraiment, quand on était jeunes, nos premiers héros et nos modèles, les musiciens, les acteurs, les sportifs, donc ce genre de personnes-là. Et donc je me suis vraiment créé à travers eux, à travers la musique. La musique, c'est des moments. Ces moments-là, je peux les retranscrire aussi à travers les vêtements. Donc oui, il y a tout un univers musical dans mes créations. Tu peux nous donner un exemple de ce qui t'est apparu à partir d'une note ? Récemment, j'ai fait une collection sur l'ego et sur l'opulence. Et ce contraste entre l'opulence et l'humilité, donc qui a été le début du thème d'une collection, et qui est venu à travers une rime de Jay-Z qui disait I'm Che Guevara with bling on. Donc cette idée d'être en même temps quelqu'un pour le peuple et en même temps cette idée d'être un capitaliste. Donc ce paradoxe que je me reconnaissais beaucoup dedans. Et donc ça a commencé à trotter dans mon cerveau. Et j'ai essayé d'étudier ce paradoxe entre le bien collectif et son bien personnel. Et donc ça a commencé à travers d'une rime de Jay-Z qui a ouvert toute une collection qui sort la semaine prochaine. Ah, le teasing. On attend. Est-ce que vous me permettez de me tourner vers la salle, parce que je sais qu'il y a Jeanne Friot qui est par là aussi, et je voulais lui poser une question parce que je sais que parents artistes... Attends, j'arrive avec un micro, Jeanne. Et c'est exactement ce que tu fais aussi, il me semble, complètement partir de la musique pour créer. Merci. Oui, c'est un peu... moi, j'ai grandi dans la musique, j'ai grandi dans les concerts, donc j'ai tout de suite compris ce que la scène signifiait, ce que ce moment scénique signifiait. Et donc la musique, c'est vraiment un point de départ pour toutes les créations que je fais. L'histoire et l'émotion d'un morceau déclenchent en général le storytelling qui va arriver et qu'on a envie de retransmettre dans une collection en entier. Tu peux nous donner un exemple aussi, là, très précis ? Oui, il y en a plusieurs. Il y avait PJ Harvey pour la collection 24 qui s'appelait un morceau qui s'appelle Down by the Water. Il y a un morceau de Romy qui s'appelle Lover qui a été le début de la collection d'hiver 2024. Enfin, c'est vraiment la musique est hyper importante pour moi. Donc à chaque collection il y a une couleur et à chaque collection il y a un morceau qui raconte une histoire et où j'ai envie que les gens dans la salle puissent la comprendre. Super, merci beaucoup. Pardonnez-moi cet aparté. Ça ne va pas aller du tout avec les caméras, le truc, etc. Mais bon, on est créatif aussi à notre niveau. En tout cas, merci beaucoup. On retrouvera Jeanne cet après-midi pour une autre table ronde. Gary, quelque part aussi... tu fais le pont justement entre la musique, la mode, les images, le cinéma, etc. Tu nous disais avec tes différentes maisons de production, ça commence par des clips. Alors je ne sais pas si on dit ça commence par des clips, on en vient au long métrage, on passe par le film de marque. Il n'y a pas de sens en fait. Justement, ce que tu nous expliquais, c'est que l'idée c'est que tu amènes les uns et les autres à dire que, mais finalement, arrêtez de vous regarder en chien de faïence.
Il n'y en a pas un qui fait mieux que l'autre. Et apprenez à vous parler. Et vous verrez qu'un film de marque, ça peut être aussi bien qu'un long métrage et vice-versa, c'est ça? Oui, en fait, au début, moi, c'était vraiment juste un désir de produire ce que j'aime. Donc, à la fois, j'aime les films, j'aime la mode, j'aime la musique. Donc, moi, mon apport à ça, c'était de produire du contenu audiovisuel. Et puis, en fait, le but, c'était aussi de pouvoir attirer des talents, donc des réalisateurs de cinéma, les amener vers la mode, la mode vers le cinéma, la mode vers la musique. Et en fait, on a inventé, quand on regarde l'histoire, il y a des exemples qui sont marquants. Je sais que en regardant un peu l'histoire, j'avais vu que Jacques Fath avait habillé Arletty et créé les costumes Les Enfants du Paradis de Marcel Carné, c'était dans les années 50. Quelques années après, Saint-Laurent habille Deneuve dans Belle de jour en créant les costumes. À l'inverse, par exemple, Dior, dès les années 50, fait shooter Marlon Brando par Richard Avedon. Et en fait, comme ça, il y avait tellement de ponts qui existaient entre la mode et la musique. Aussi Clark crée le personnage de Ziggy Stardust avec Bowie. Et en fait, ces collaborations, elles ont toujours été là. Et donc nous, en fait, quand on a commencé à créer au début, sans vraiment de stratégie, en fait, on s'est juste dit on va aller dans toutes les industries qui nous intéressent. Petit à petit, par des accidents, on a réussi à créer des ponts. Et donc le premier, ça a été, on travaillait avec Gaspard Noé. On a été contacté par la Maison Saint-Laurent qui nous ont juste demandé de produire une carte blanche avec Gaspard. Et puis, Gaspard a un procédé très expérimental, c'est-à-dire on sait où on commence, on ne sait jamais où on arrive. Et puis, on a commencé à produire un court-métrage, donc en production avec Saint-Laurent. Finalement, eux, ils ont donc créé les costumes du film. Et puis, de ce court-métrage, en fait, il en a fait un moyen-métrage qu'on a déguisé comme un long-métrage. Et le film a été sélectionné, il était en sélection officielle à Cannes, il est sorti en salle, comme si c'était un long-métrage. Et puis, du coup, on a eu l'envie comme ça de continuer à impliquer les marques comme producteurs avec nous de ces films et de création de costumes. D'où mon ami CEO d'Ami, Nicolas Santiveille, d'une discussion comme ça, on a eu ce désir de créer aussi comme ça, sur un projet précis, le pont entre le cinéma et la mode. Et on a produit ensemble un court-métrage réalisé par Yann Demange avec Riz Ahmed, Souheila Yacoub et Isabelle Adjani. Et du coup, où justement là les marques se positionnent avec laissent la liberté artistique aux réalisateurs et pour autant collaborent sur les costumes. Ça permet de communiquer de façon différente pour eux. Donc voilà, on a fait ce très beau court-métrage qui a fait le tour du monde des festivals et qui est en ligne sur Mubi. Et donc c'est ça qui est intéressant, quoi. En gros, de pouvoir travailler avec des talents de tous ces différents secteurs sur une œuvre précise, quoi. Juste petite parenthèse, justement, c'est qu'Alexandre Mathieussy est grand cinéphile, c'est ça aussi. Et du coup, ce fil-là, vous l'avez tiré finalement, le fil de l'image, du film, du clip, Nicolas. Oui, c'est exactement comme le décrit Gary. C'est Alexandre et moi, on partage à la fois cet amour pour le cinéma et cette idée que une marque, quand bien même une marque de mode, ne peut pas se limiter à faire des vêtements, parce que c'est créer un univers, c'est embarquer les personnes. Mais quand je dis embarquer les personnes, c'est les clients, mais c'est nos équipes, c'est les partenaires. Et c'est juste d'être cohérent, en fait. Je pense que tu l'évoquais tout à l'heure, de créer ces ponts-là, de se faire plaisir, de se surprendre. J'ai beaucoup aimé aussi l'expression, voilà, à travers des accidents, on arrive à construire des choses assez belles. Et tout n'est pas calculé, c'est se dire une rencontre, parfois on est à l'autre bout du monde, on est à Shanghai, et puis on déjeune avec un DJ, un chef qui nous partage une idée de projet, une idée de clip, une idée de film. Et c'est de se laisser surprendre, en fait. Je pense que c'est vraiment ça. Et après, il y a différentes façons d'exprimer. Émeric le racontait très bien, à travers des inspirations, à travers une note, à travers un poème. Et de se dire, est-ce que ça fait écho en moi? Si oui, j'y vais. Et après, il y a des erreurs, il y a des ratés, il y a des réussites. Ce projet, on a un petit rebondissement au milieu. C'est qu'on a une des actrices, il y avait des jeunes acteurs, on voulait mélanger du Riz Ahmed et Isabelle Adjani, donc des acteurs statutaires, et puis des jeunes acteurs, la jeune scène française. Et il y a une de ces jeunes actrices qui a été castée au beau milieu du film par Dune
pour tourner dans Dune 2. Je vais laisser Gary raconter. C'était ce qui devait être un court-métrage de quelques semaines, s'est transformé en projet assez rodéo qui a duré, on a mis plus d'1 an à tourner au final, quoi. Et voilà, mais on s'est dit, on y va quand même. Je me souviens le jour où Gary m'appelle, il fait bon, Nico, on a une grosse merde, mais ne t'inquiète pas, je gère, ne t'inquiète pas, Bibi va gérer la situation. Et c'était drôle. Et on a rigolé, on est allé au bout, et on a rigolé même avec l'actrice en question. Mais parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé aussi. Le temps de la mode n'est pas forcément le temps du cinéma, n'est pas forcément le temps du clip, n'est pas forcément le temps de la musique. Donc il faut apprendre aussi, il n'y a pas que il y a la création qui vous réunit, mais il faut apprendre à gérer ses impératifs et ses contraintes quand on travaille ensemble. Complètement, mais je pense que ce qui est assez intéressant, c'est que justement, je pense que c'est le principe aussi de ce festival, c'est que en devant t'adapter à la temporalité d'autres, je ne vais même pas dire secteurs, mais d'autres verticales créatives, finalement, tu prends même du recul sur ta verticale. Tu te dis, en fait, pourquoi on fait comme ça ? Est-ce que ça a du sens de défiler tous les 6 mois ? Avant le Covid, est-ce que ça a du sens de faire une pré-collection, une collection croisière ? Où on va ? Et je trouve que c'est là que Paris, et coup de chapeau à la fédération, n'a pas cédé aux sirènes du Sina, Baina, Werna. Enfin, je vais rester poli, mais ces trucs, cette excitation, cette hystérie collective pour vendre, pour pousser. Et on est resté un peu ancré en disant, laissons le temps. La mode, pour moi, le principe de la mode, c'est faire des choses dont on n'a pas besoin. C'est de créer quelque chose d'inattendu, de donner de l'envie. Et bien sûr qu'avec les algos, l'intelligence artificielle, on peut savoir exactement ce que les gens veulent, de quelle couleur, de quelle taille, mais c'est chiant. Et ce qui est rigolo, c'est de faire des trucs improbables où on sait qu'on peut se prendre le mur, mais on se met en risque, on fait confiance à des gens qui viennent de notre secteur. Et l'exemple de Gary, et voilà, c'était terrasse de café avec Gary, un de ses associés. On a commencé à parler, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble ? Et finalement, c'est revenu par la bande avec Yann Demange. Donc, je pense, pour résumer, ce qui n'est pas mon fort, mais c'est de se laisser tenter, de se laisser surprendre et de découvrir les temporalités des autres, les contraintes des autres et de rigoler ensemble. Et Gary, c'est ton rôle aussi, dire, mais c'est pas parce que vous êtes différents que voilà, il y en a pas un qui fait mieux que l'autre. C'est deux choses différentes, mais on peut réussir à travailler ensemble. Il y a quand même cette idée, tu me disais, il faut un peu de temps et asseoir un peu sa légitimité dans les différents métiers pour être sûr de convaincre l'autre de venir à quelque chose dont il n'a pas l'habitude. Oui, bien sûr, parce que ça ne s'inscrit pas du tout dans leur programme de l'année. Et en fait, le but vraiment, c'est pas du tout d'utiliser que ce soit un clip, un court-métrage ou un long-métrage comme la vitrine de la nouvelle collection du designer, parce que sinon, c'est là où ça ne fonctionne pas. Un costume au cinéma, ça raconte un personnage. Donc en fait, c'est vraiment... il faut que ce soit un mariage heureux, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Mais le but, c'est de créer des costumes qui vont quand même... où le designer va prendre plaisir à créer ses costumes tout en s'inscrivant dans la réflexion créative du réalisateur. Le dernier exemple le dernier exemple marquant de collaboration sur lequel j'ai travaillé, c'était on a ramené Saint-Laurent encore sur Emilia Pérez de Jacques Audiard, et en fait ils sont rentrés sur le projet 2 mois, je crois, avant le début du tournage, alors que du coup, la costumière avait déjà préparé tous ses looks, et du coup, on a, les studios de Saint-Laurent ont dû recréer les costumes main dans la main avec les équipes du film en un temps record, et voilà, donc c'est stressant pour tout le monde, et finalement, ça crée des accidents heureux comme ça, quoi. Tu travailles aussi avec Trois Paradis, hein. Vous avez fait un truc aussi ensemble ? Ouais, en fait, on développe un duo de réalisateurs qui a rencontré Emmerich, et du coup, on s'est rencontrés il y a un petit moment, et en fait, ces 2 réalisateurs travaillent sur toute la partie vidéo avec Emmerich, et du coup, c'est plein de talents qui se rencontrent comme ça, et c'est une belle aventure aussi. Un mot, Emmerich, sur ce projet ? C'est 2 personnes que j'aime beaucoup, déjà, qui sont extraordinaires et extrêmement créatifs, et avec qui on discute beaucoup de différents scénarios, de différentes histoires qu'on pourrait raconter à travers des séries de mini-épisodes sur lesquels on est en train de travailler en ce moment, qui s'appelle Monsieur Paradis, donc qui décrit un peu... inspiré de Mr Bean dans le fond. Et qui décrit un peu ce personnage qui insouciant, naïf, qui partout où il passe ramène du bonheur et de la joie au monde autour de lui, donc comme
le soleil. Donc c'est un peu cette idée-là. Donc je travaille en ce moment avec ces deux personnes-là sur ce concept-là, et on a plein d'autres concepts qu'on a fait l'année dernière où on a commencé à créer ce personnage à travers une petite vidéo de ce monsieur Paradis qui rentre dans un bus et qui avec une nuée de colombes, donc la colombe qui est le symbole de Trois Paradis, et cette nuée de colombes un peu qui vient ramener la paix autour de lui. Donc c'est un peu l'idée derrière ces créations. C'est une petite série en fait. Hein, exactement. Qui arrive. Avant d'en venir à toi, Pierre, sur l'image, Marion, je voulais rebondir. Hein, je t'ai vu parce que les mêmes mots, tu m'as dit sur le concept. Ce que je veux, moi, c'est être surprise. Ce que j'aime quand je travaille avec les autres, quand je crée cette communauté de créateurs, quand je fais un hôtel à Marseille et que je laisse des cartes blanches aux uns et aux autres, c'est surprenez-moi, quoi. Je veux être surprise. Bah oui, parce que moi, mon métier, c'est un peu la boîte dans laquelle tout le monde rentre, parce que dans l'intérieur, il y a la musique, le parfum, la mode, tout ça doit rentrer dans l'espace. Et quand on crée, par exemple, un hôtel dans lequel j'invite des artistes à travailler avec moi, effectivement, si j'aime l'artiste, je lui laisse carte blanche et je veux être surprise par ce qu'il va me proposer. Et c'est pas une question de j'aime pas, c'est pas question de comment le guider, mais c'est vraiment lui faire confiance. Et moi, j'admire la liberté chez les artistes, et c'est ça qui m'intéresse aussi quand on fait une communauté pour faire des échanges. Et ça va, ils t'ont bien surpris là sur... Ils me prennent à tous les coups. Dans le bon sens. Oui, souvent. Est-ce que quand même tu leur donnes une ligne en disant voilà, moi c'est une ligne créatrice, hein, quand même. Un tout petit peu, en quelques mots, parce qu'on travaille, je pense, tous, tu disais, je pars d'un morceau de musique pour créer une collection de mode, et pour un hôtel, l'hôtel dont on parle, par exemple, c'est un club de plongée, c'est un peu le point de départ, donc à partir de là, tout le monde a une idée de ce que ça peut être un club de plongée, en termes de couleurs, d'odeurs, voilà, pour décliner... inventer des choses, et voilà, c'est des espèces de mood boards ou des idées, quoi. Pierre, sur toi, ta spécialité, c'est un peu le digital, même si cette année, on n'a pas une table ronde dédiée. N'empêche que ça permet de rapprocher les gens aussi. On a parlé des rencontres aux terrasses de café, mais aussi plein de réseaux aujourd'hui qui permettent de découvrir justement une multitude de créations. C'est aussi comme ça que tu travailles, j'imagine. Et là, le digital aide à aller découvrir tous ces talents. Il y a peu de choses qui existent sans le digital aujourd'hui aussi, même des livres. Donc, dans tous les cas, c'est un peu un médium, ou en tout cas un portail qui permet de pouvoir accéder à pas mal de choses. Et c'est un choix que j'ai pris de manière assez naïve et sans vraiment le comprendre au début de ma carrière, de pouvoir considérer un codeur d'application autant qu'un scénographe ou qu'un mannequin, et en tout cas pouvoir leur donner la liberté de pouvoir créer des choses et surprendre aussi, parce que je pense qu'on est tous dans cette quête-là, et de donner des propositions créatives à l'industrie du luxe, en prenant le parti de célébrer une collection, un produit, et raconter une histoire derrière. Je pense qu'il y a plein de choses qui nous lient dans toutes les choses et tous les projets qu'on peut faire ensemble. C'est de vouloir raconter une histoire, en tout cas de créer cette histoire pour que le public puisse y croire, adhérer, et à partir du moment où la personne s'intéresse à ce qu'on te raconte, du coup tu peux lui proposer d'autres choses derrière. Et il y a très peu de personnes sensées qui consomment de la mode sans être amoureux du produit et de l'histoire qu'ils achètent. Et c'est ça qu'on essaie de créer, je pense, au jour le jour, en essayant d'intégrer le plus d'artistes possible à cette grosse salade pour qu'elle puisse être la plus goûteuse possible. Et de l'animer aussi, animer dans le bon sens. Je vois. C'est de la réalité augmentée. Quand tu utilises toute cette réalité augmentée sur différents projets, c'est animé. On n'est pas loin d'arriver sur le film, etc. Et justement partir du fixe, en tout cas, par exemple, je pense au magazine Hermès, par exemple. Dans le mot réalité augmentée, il y en a un qui est très important, qui est la réalité. Parce que sans la réalité, on ne peut pas l'augmenter aussi. Et donc c'est intéressant de pouvoir créer cette plateforme qui peut donner vie à un autre calque, qui lui est digital, pour pouvoir venir donner une information, pas forcément chercher un feu d'artifice de pixels autour de nous. Ça peut très bien être un podcast ou un temps long, juste de pouvoir donner la capacité à un objet physique
de pouvoir venir être augmenté d'un contenu où on peut décider la temporalité et décider l'évolution. Ou même quand on travaille, ce projet avec Hermès était extraordinaire dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on faisait appel à des artistes, des philosophes pour pouvoir expliquer la maille d'un cachemire. À un instant T, il faut imprimer ce magazine. À un instant T plus 1, on peut raconter autre chose pour pouvoir venir compléter le discours, changer de point de vue, inviter quelqu'un d'autre. Et c'est ça en fait qui rend la richesse. Le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est accessible à travers un smartphone qui est très petit comparé au reste du monde. Et il faut pouvoir vivre à travers ça. Alors, on sait le faire à longueur de soirée, mais parfois on a aussi envie d'utiliser la réalité de l'humain qui est autour de nous, mais c'est pas forcément toujours évident d'avoir tout le monde tout le temps autour de nous. Donc plutôt que de se battre contre la technologie, je pense que c'est au contraire intéressant de la questionner d'un point de vue philosophique, d'un point de vue anthropologique et d'un point de vue créatif pour pouvoir essayer d'en tirer ce qui est le meilleur. Donc on tire le fil de la créativité jusqu'au bout grâce à ce médium. On essaye. Et je crois que tu as carrément créé une sorte de groupe de réflexion, ou en tout cas rassemblant justement philosophes, mais aussi développeurs, artistes, artisans, autour de toutes ces questions-là. Oui, parce que je trouve que on prend trop souvent la mode pour la partie visible de l'iceberg. Et aujourd'hui, en fait, si on est tous autour de cette table ronde pour pouvoir s'entendre discuter, c'est parce qu'on n'est pas juste intéressé par la finalité du produit, mais parce que tout ce qu'elle implique en tant qu'inspiration visuelle, mais aussi intellectuelle et poétique, musicale. Et donc c'est tout ça en fait qui est intéressant. Et moi, je sais rien faire à part demander à des gens de me parler pour que je puisse comprendre ce qu'ils aiment et essayer de les faire chanter ensemble. C'est un peu une sorte de chef d'orchestre. Il faut comprendre la partition, mais on n'est pas obligé de savoir jouer d'un instrument. Mmh. Chef d'orchestre, c'est un peu ça aussi, Marion, finalement. C'est un peu ça, oui. On est ici, donc ailleurs, on disait que l'an dernier, tu avais présidé la Design Parade à Toulon, donc on est chez les frères et sœurs de hier. Finalement, ici même, on l'a bien dit tout à l'heure, dans ce festival, c'est le creuset même de ces communautés créatives, cette Villa Noailles. Comment tu l'as ressenti, toi qui y as vécu quelques semaines? C'est exactement ça, parce que c'est quand même l'origine de cette maison où ils se croisaient des artistes du théâtre, de la musique, des peintres. Voilà, donc c'est un peu ce que tout le monde essaye de recréer aujourd'hui. Et le festival qui s'augmente à chaque fois de le prix pour les accessoires, le prix pour la mode, le design, l'architecture. Au fur et à mesure, ça augmente et ça mélange. Et c'est vraiment le but de cette conférence, de ce qu'on veut faire. Et donc là, cette année, pour moi, c'était formidable parce que j'ai réussi dans mon jury à inviter un créateur de mode. Il y avait Jean-François Lesage de la Maison Lesage. Il y avait plein un parfumeur. Voilà, tout ça a été mélangé dans ce jury. Et ça amène à la créativité tellement de choses, tellement de richesses que c'est exactement ce qu'on aime faire, quoi. Et dans ce que tu avais créé, parce que du coup, tu avais créé un espace... Qui est encore visible jusqu'au 3 novembre, je précise. C'est ça. Et là, tu me dis, c'est ça ma communauté créative, en fait. Pratiquement tout est réuni dans cet espace-là. Dans cet espace, j'ai voulu inviter tous les gens que j'aimais, donc des jeunes artistes, des peintres, des photographes... Jean-Charles de Castelbajac m'a prêté des vêtements, mais les vêtements ils étaient déjà mélangés puisque c'était un costume avec un imprimé de briques comme un mur, mais qui datait des années 90. Enfin, les époques se mélangent, les créativités se mélangent, et ça c'est hyper intéressant aussi. Et ça, c'est ce que tu as amené. Toi, tu es venu avec tes communautés, avec ma bande, avec ta bande. À l'inverse, qu'est-ce que tu as découvert? Qui as-tu découvert? J'imagine que tu es reparti aussi avec plein de découvertes. Oui, parce que le but de ce festival aussi, c'est la jeune création. Donc, on est surpris, étonné sur la même thématique. Donc, là, c'est la Méditerranée toujours, mais c'est pareil que la mode. En fait, chaque fois, on se réinvente
Et on est étonné par la jeunesse qui arrive avec des nouvelles idées, de nouveaux mélanges. Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, on fait tous pareil. On fait comme en musique, on fait du sample, on prend des petits morceaux de choses pour créer des choses nouvelles sans arrêt, se réinventer. Et c'est ça qui nous amène tous ces jeunes candidats et lauréats. Voilà, ça c'est génial. Fanny, toi aussi tu fais partie de la grande famille, parce que je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais toi tu travailles avec Jean-Pierre Bian et ses équipes pour la musique. La chanteuse et puis comment il s'appelle et Philippe Catherine qu'on entendait hier soir. Oui, absolument. Tout ça, c'est toi depuis plusieurs années. Oui, alors c'est Jean-Pierre aussi qui a des idées, des coups de cœur et des envies. Donc moi je l'accompagne soit dans ses envies et dans ses coups de cœur, ou alors je leur propose des jeunes talents justement, ou des artistes qui me semblent tout à fait en phase avec la Villa. Et je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui rêvent de venir jouer à la Villa. Ouais. Et donc j'ai souvent des artistes qui me demandent tu penses que je pourrais être et donc voilà, et la place est chère entre guillemets parce qu'elle est sélective et que bon voilà. Mais voilà, donc du coup c'est toujours une discussion qu'on va ouvrir et c'est toujours très spontané avec Jean-Pierre ou Magali ou les autres personnes de l'équipe. C'est que c'est du coup de cœur. Et c'est ça qui est super, c'est que voilà, c'est vraiment instinctif et très sincère, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Voilà. Et donc du coup on a collaboré avec la première fois qu'on a collaboré, c'était avec Camélia Jordana qui est de hier, et donc c'est Jean-Pierre pour le coup qui m'avait contacté en disant voilà, on aimerait inviter Camélia, et à partir de là, Camélia qui aime la mode, qui aime la photo, le cinéma, en fait tout ça s'est imbriqué et on a créé donc du coup on a fait des séances photos et des créations avec différents photographes, et donc ça a donné une campagne image. Elle était un peu le visage avec d'autres talents, donc un danseur, enfin voilà, différents artistes de différentes disciplines, et voilà, et ça a donné une collaboration magnifique. Et ensuite, voilà, il y a eu Iseult, ensuite, après il y a eu Jeanne Haddad, ensuite il y a eu Joanne Papa-Constantino à Design Parade, et voilà, et tout ça dans une volonté de maintenir ce fil de la musique et cette présence de la musique à la Villa qui est très forte en fait. Et justement, j'allais te demander quels sont les critères. Tu dis que les places sont chères, il faut justement avoir cette même vision d'ouverture créative. Je pense que l'important c'est que déjà ça part du coup de cœur, je pense, de l'équipe de la Villa et de Jean-Pierre souvent. Je ne veux pas lui vendre un artiste. C'est-à-dire, je vais lui présenter des nouveaux talents ou lui faire découvrir peut-être des nouveaux talents. Donc, c'est vraiment de la curation pure, mais lui, il marche vraiment au coup de cœur. Ensuite, en général, les artistes, je pense, qui, on va dire, matchent avec la Villa, c'est ceux justement qui ont une appétence pour les communautés créatives et qui sont sensibles à cet art, voilà, à cette multitude de disciplines réunies dans cette magnifique maison. Voilà, donc faut quand même une sensibilité et être en phase avec tout ça, quoi. Et avoir envie de collaborer du coup ensuite, parce que souvent ça donne des choses après. Et oui, donc Philippe Catherine, on est en plein là-dedans. Et voilà, et donc Philippe Catherine aujourd'hui, typiquement, il fait la voix donc du défilé, donc c'est une collaboration purement créative, et il vient en famille profiter du festival, et il est ravi, et ça faisait longtemps qu'il voulait venir. Et voilà, et en fait la rencontre s'est faite au bon moment. Et le thème rose aussi, c'est son thème, donc c'est pour ça aussi qu'il est là. Merci. Marion, on est passé rapidement tout à l'heure sur la musique, mais toi aussi en ce moment tu bosses justement avec l'IRCAM. Ah oui. C'est ça? Oui, oui. Pour le centre Pompidou Orly-Moore, et tu parlais de parfumeur aussi. Oui, parce que je m'occupe d'une scénographie pour une exposition sur le thème de la couleur, et donc il y a des techniciens à l'IRCAM qui cherchent un son pour chaque couleur, un parfumeur qui cherche une odeur pour chaque couleur, et moi je crée des espaces dans lesquels des objets de couleur aussi vont s'insérer. Donc c'est génial d'inventer autour d'une même thématique qui est assez générique des nouvelles choses. Parce que l'IRCAM, c'est pointu. C'est hyper pointu. Mais on a fait une réunion cette semaine et c'était génial parce que c'est vraiment un échange de mots, en fait, de sensations. C'est très instinctif. Et c'est très technique aussi, mais mon métier aussi est très technique. Donc c'est instinctif, technique, intéressant. Nicolas, on disait tout à l'heure, la French Touch s'est montée. On parle d'industrie
créative et culturelle. Donc une grosse montée en puissance, c'est pas un gros mot, les industries. C'est pas parce qu'on parle de création, c'est qu'on le voit aujourd'hui. Bien sûr, vous nous parlez de coups de cœur, de rencontres, de choses comme ça, mais tu le disais, cette cross-pollination, est-ce que tu peux peut-être nous repréciser un petit peu qu'est-ce qui fait que ça va prendre et que tout le monde va y gagner aussi? Ouais, je pense que là, cette table ronde te l'illustre. Ces rencontres, tu vois, même quand on l'a organisé, qu'on essaie de construire ce panel avec toi, avec Pascal, toute l'équipe, j'ai eu des idées, j'ai proposé des noms. Je dis, bah, tiens, pourquoi pas Marion, sa création, son feel good, etc. Et puis je me rends compte qu'en fait, elle était présidente du jury. On parle de Fanny, enfin, Émeric, tout le monde se rencontre et a déjà travaillé. Ils en ont parlé, donc je ne vais pas répéter ce qu'ils ont déjà dit. Et en fait, je pense que la conviction profonde derrière tout ça, c'est de se dire c'est quand même la force de notre pays, c'est d'avoir ces talents que le monde entier nous arrache et que parfois on n'arrive pas à mettre en musique justement, qu'on n'arrive pas, je reprends les mots de Jean-Pierre, qu'on n'arrive pas à financer. Et c'est quand même dommage parce qu'on a les plus beaux talents, que ce soit dans la musique, dans l'architecture, dans la mode, dans la gastronomie. Je veux dire, le monde entier, quand il y a un musée qui ouvre à Abu Dhabi, quand il y a je sais pas, une croisière à l'autre bout du monde, ils veulent le chef français, ils veulent le dernier DJ français. Et nous, parfois, on a du mal, ces DJ ou ces chefs ont du mal à croître en France et le monde entier se les arrache. Donc si on arrive à organiser un peu mieux tout ça, si on arrive à le mettre en musique, si on arrive, au lieu de... C'est très bien, on questionne, on appuie de la remise en question qui est créativement intéressante, mais à un moment, il faut quand même se lancer. Et je répète encore le mot de Gary, il faut créer ces petits accidents qui vont rendre notre quotidien un peu plus rigolo. Et je pense que c'est quand même la force de notre pays. Il suffit de voyager. Alors déjà, les Français, quand ils sont à l'étranger, ils sont un peu moins couillons, ils sont un peu moins fermés sur eux-mêmes, donc ils s'ouvrent. C'est assez magique. Il suffit de sortir de France, ils sont moins en zone de confort, ils s'ouvrent. Et ces talents-là font rêver tout le monde. Donc quand on fait ce festival We Are French Touch, en plein Covid, en 2021, on a quand même 1200 personnes qui viennent de Jean-Paul Goude à Jean-Jacques Hano, à Martin Solveig. On a plus d'1 million de personnes qui suivent ce festival en ligne. Première édition qui grandit chaque année. Là, on va faire la 4e édition cette année, donc je crois que c'est le 26 novembre. Et c'est les gens qui viennent raconter leur coup de cœur, leur passion. Mais surtout, je reviens à ta question au mot industrie, c'est un business monumental qui est totalement sous-estimé. Clarisse le disait tout à l'heure, on pointe du doigt la mode, deuxième industrie la plus polluante, mais c'est surtout un faisceau de création d'emplois, de valeur ajoutée. Donc, industrie, c'est peut-être pas le mot le plus charmant et le plus sexy, mis en face de culture et de créativité, mais c'est pour dire qu'il y a un énorme business derrière et qu'en plus, tout ça se nourrit les uns les autres. Je veux dire, les artistes, Fanny l'évoquait, ils rêvent de venir dans un festival de mode, ils rêvent de faire la pub pour une marque de cosmétiques ou autre. Ils ont besoin des jeux vidéo pour se digitaliser. Pierre l'expliquait un petit peu tout à l'heure, c'est des terrains créatifs, mais c'est surtout des emplois, des centaines de milliers d'emplois. Donc c'est pas juste, et notamment dans la mode, c'est pas juste le côté paillettes. Nous, on le dit, je parle un petit peu d'amis, on est fiers, moi je suis très fier, on a 700 personnes qui bossent pour la marque. C'est des gens qui rêvent, mais c'est surtout des gens qui taffent, qui font vivre leur famille, etc. Donc c'est de se dire que l'un ne s'oppose pas à l'autre. Mais ça tourne en boucle depuis tout à l'heure, là, je vous écoute, mais je pense au discours de Jean-Pierre, je trouve ça dingue. Tout le monde dit que le festival est génial et qu'ils soient encore là à faire la manche pour financer ce festival. Je suis un peu je suis un peu vénère, mais voilà, c'est de se dire qu'il y a du boulot, il y a des emplois, il y a le rayonnement de la France et que si on veut exister face à la Chine, face aux États-Unis, il faut qu'on se batte avec nos armes, et nos armes qui sont créativement magnifiques. On est les seuls à en douter en fait. Je vais revenir sur ce sujet avec toi, Marion, mais je voulais juste faire un petit aparté avec Émeric, parce que tu as parlé du fait qu'en France, on avait parfois du mal. Toi qui as vécu de longues années à Montréal, Émeric, ce que tu me disais, mais en Amérique, on ne nous met pas dans des boîtes, en fait. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus ouvert. Oui, bien sûr. Ouais. C'est quelque chose que j'ai remarqué en France. On a tendance à se mettre dans des boîtes et dans des cases. Et ça ne permet pas de t'émanciper et de grandir. Moi qui viens d'un milieu complètement différent de la mode, c'est en voyageant et en partant habiter au Canada que j'ai réussi à devenir moi-même et à trouver la personne que j'étais. Et je pense qu'en France, j'aurais eu beaucoup plus de mal à le faire. Donc c'est quelque chose que je pense qui devrait évoluer. Et c'est très important. Donc oui, tout à fait. C'est pas le même état d'esprit. Tout est possible. Non, tout est possible. On nous permet d'être nous-mêmes, on nous permet d'être plusieurs choses.
Donc quand j'ai commencé à faire de la mode, je me suis pas posé une question si j'étais designer de mode ou autre chose. Je créais juste des vêtements. Et après, ça m'a pas empêché d'aller de créer de la musique aussi, de créer des meubles et de faire plein d'autres domaines d'activité qui n'avaient rien à voir avec la mode, parce que justement, j'étais pas dans une cage psychologique. C'est vrai que tu crées des meubles assez étonnants. Tu as fait une super expo aux États-Unis. Tu aurais pu tout vendre, mais tu n'as pas voulu tout vendre. Et raconte-nous juste d'un mot, pourquoi ces meubles et à quoi ils ressemblent. C'est très personnel. Donc, j'ai perdu mon frère il y a 6 ans. Et j'ai fait un rêve. Et quand je me suis réveillé de ce rêve, je voulais retourner dans le rêve, mais ce n'est pas possible. Et donc, je me suis dit, comment est-ce que je pourrais faire pour être plus facilement dans ce rêve-là, afin d'être avec les gens chers et de recréer une nouvelle réalité. Et donc, j'ai, pendant 1 an, étudié ce qu'on appelle le rêve éveillé. Et après, j'en ai fait une série de meubles qui racontent un peu ces rêves éveillés et cette façon d'être en même temps dans une réalité et dans une fantaisie. Et à travers une série de meubles. Et donc voilà, donc c'est arrivé comme ça. Voilà. À découvrir donc, bientôt. Marion, oui, je voulais rebondir sur ce que disait Nicolas. Est-ce que tu me disais, finalement, quand on a aussi cette communauté, on se fait travailler les uns les autres. C'est des coups de cœur et cette communauté, elle sert aussi à ça. C'est qu'on s'embarque sur des projets. Ben oui, on a envie. Bon, on a été aidés par certains quand on était plus jeune. On a envie d'aider les autres, donc en leur passant des commandes, parce que on parle du festival qui a du mal à se financer, mais les jeunes créateurs, en tout cas dans mon secteur, dans le secteur du design, sans la commande, ils peuvent pas avancer. Donc moi, mon idée, c'est justement de donner des cartes blanches quand on fait un hôtel, un restaurant ou quoi, pour justement créer la commande et que la créativité puisse vivre et s'exprimer. Et voilà, un projet en amène un autre, et c'est ça qui est sympa en invitant des jeunes créateurs à travailler avec nous. Oui, et puis d'autres t'appelleront derrière aussi. Et d'autres m'appelleront derrière, et puis on se renvoie la balle, on s'oublie pas, on se suit, voilà, c'est intéressant, quoi. Fanny, tu nous disais au début que tu faisais aussi de la curation, en tout cas t'accompagnais aussi en dehors de la musique. Oui, absolument. J'ai des amis depuis longtemps qui sont dans la mode, en fait, et le design, et donc j'ai toujours été de façon passionnée d'art contemporain, de mode, de design, et même si la musique c'est mon élément premier, voilà, du coup j'ai toujours voulu quand même accompagner des projets qui m'intéressaient. Notamment, j'ai 2 amis qui ont un studio de design et de mode éco-responsable, et qui aussi sont passionnés de musique. Donc du coup ça se sent en fait dans leur créativité, ça transparaît dans leur créativité, et donc on est forcément sur la même longueur d'onde sur pas mal de choses, et voilà. Et moi je les accompagne juste c'est des artistes, du coup moi je suis pas une artiste, j'accompagne les artistes, donc vraiment j'essaye de leur apporter un peu de recul ou des idées ou des connexions avec des gens, ou de structurer certains projets qu'ils essayent de mettre en place, ou même de trouver des financements, parce que c'est aussi ça que je sais faire, et voilà. Et entre Amka Oval. Amka Oval, oui. Un très beau projet. Voilà. Pierre, quand on fait de la curation de talent, c'est bien ça aussi, c'est créer cette communauté qui va faire que les uns et les autres puissent travailler ensemble et s'augmenter mutuellement. Quand on fait le métier que je fais, c'est-à-dire de pouvoir essayer de répondre à une problématique par une solution créative, on est obligé de venir essayer de chercher des réponses en dehors de notre tête, parce que les gens nous proposent des choses et on les utilise pour pouvoir avancer ensemble. Après, moi, ce que j'ai toujours aimé faire en faisant de la direction de création, c'était de pouvoir venir passer beaucoup de temps à rencontrer des artistes, au sens large du terme, pour pouvoir comprendre ce qui les animait et essayer de venir les chercher sur des projets où ils auraient envie de dire oui dans tous les cas, même s'ils n'avaient pas le temps, ou des projets qui aient de l'argent ou pas, qu'on a envie de mettre en tête de notre portfolio, et que ça soit un peu le cœur qui anime la création, et pas forcément juste la théorie ou des choses plus radicales de la vie. Et donc oui, moi j'adore passer du temps à rencontrer des artistes,
à essayer de comprendre ce qui les fait vivre et ce qui les fait vibrer, pour pouvoir venir les inviter à jouer et à créer, parce que c'est quand même assez merveilleux de pouvoir, je ne sais plus qui est-ce qui avait dit cette phrase, mais de pouvoir créer avec la même joie qu'un enfant qui s'amuse un peu. C'est ça qui nous anime tous aujourd'hui, et si on a cette passion, parce que c'est même plus un métier en fait à ce niveau-là, c'est plus une passion, c'est qu'on remet au centre l'humain, qui parfois est créateur, parfois est juriste, parfois et voilà, et c'est tout ça qui nous plaît. Et donc la curation de talent, oui, moi c'est comme ça que j'ai différencié ma manière de travailler au début. C'était des périodes jolies d'Instagram qui nous permettaient de pouvoir faire des rencontres plus facilement qu'aujourd'hui. Mais comme tout, il faut savoir évoluer et pas forcément reprocher que les choses changent. Mais c'était très beau Instagram au début pour ça. En tout cas, moi, ça m'a permis de pouvoir surfer sur une vague et rencontrer beaucoup de personnes avec qui je travaille encore maintenant. Et de pouvoir avoir cette liberté de voyager très très loin et après de rencontrer des gens et de les faire bosser ensemble. Et voilà, donc la curation, elle est très spontanée en fait, à mon sens. Il faut qu'il y ait une envie de s'intéresser et un mot qui va rebondir dans notre tête pendant des années pour qu'il puisse enfin trouver sa place dans une phrase ou dans un projet après. Et si on remet la mode au centre, Aymeric, tu me disais, toi, finalement, la mode, on l'a vu, hein, c'est un moyen d'expression artistique comme tant d'autres. Et toi, c'était aussi le moyen, finalement, que des gens se parlent. C'est le moyen qui permet à tout le monde de se parler. Pour toi, tu le voyais aussi comme ça, de créer des ponts. Oui, tout à fait. Ma mode, c'est une mode message et c'est aussi une mode que je crée pour universalisme. Donc l'universalisme, c'est une des valeurs principales de Trois Paradis, parce que je pense que on est tous concernés, on s'habille tous, et je pense que le vêtement peut permettre aux gens de se rencontrer, peut permettre aux gens de s'intéresser les uns aux autres, peut permettre aux gens de se sentir concernés par une histoire. Donc à travers Trois Paradis, c'est vraiment ça que j'essaye de faire. Comment créer des ponts pour parler de sujets où on va tous se reconnaître. Donc on a, par exemple, on dit souvent, on parle beaucoup de liberté à travers la marque, parce que je pense que c'est un sentiment que tous les êtres humains recherchent. Et donc j'essaie vraiment de trouver, d'être un pont entre les gens, peu importe leurs orientations sexuelles, peu importe leur milieu social, peu importe leur religion, leurs croyances. C'est très important pour moi. Parce que j'ai ce truc d'être qu'on appelle un third culture kid, donc quelqu'un qui a eu l'occasion de voyager, de vivre dans différents pays, de faire partie de plusieurs cultures. Et je dis souvent, je suis un citoyen du monde français, donc c'est très important pour moi de pouvoir réunir tout le monde autour de la table, autour du paradis. Waouh, ça c'est beau. Un petit dernier mot quand même, parce que ça a l'air simple tout ce que vous nous racontez. Gary, je vais peut-être m'adresser à toi qui es entrepreneur, donc qui a aussi cette idée-là derrière les créations. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça ne marche pas? Est-ce que vous avez eu des échecs? Parce qu'il faut apprendre de ces échecs, et souvent c'est là où on apprend le mieux. Est-ce qu'il y a eu des envies créatives communes, des communautés créatives qui se sont créées autour d'un écosystème, autour d'un projet, qui fait qu'à un moment, ça ne prend pas du tout? Ou alors, tu es tellement... t'as tellement envie d'y arriver que, comme ce que tu racontais pour le film d'Ami tout à l'heure, tu dis c'est pas grave, on va quand même y arriver, même si ça prend un peu plus de temps. Ou est-ce qu'il y a des moments où tu dis bon, là, la mayonnaise, elle va pas prendre? Ou elle n'a pas pris? Le métier de production, globalement, au quotidien, c'est de gérer les problèmes. Donc, ça veut dire d'essayer de gérer ceux d'aujourd'hui et de se dire, dès qu'on aborde un projet, un tournage, on se dit, bon, où sont les loups, quoi, où est-ce qu'on va prendre une balle? Et puis, de temps en temps, on ne le voit pas venir. Donc, c'est vrai que sur le projet Ami, c'était... En fait, ça a été compliqué parce qu'il y a cette actrice qui finalement, alors que tout était organisé, nous on était, elle était en prépa sur Dune 2 et puis elle devait venir, mais bon, le studio nous dit finalement elle part pas. Bon, on peut rien faire, et ça c'était 2 jours, je sais pas, quelques jours avant le tournage, donc ou par exemple, il y avait un super projet qui est aussi vraiment très à propos sur le mélange de ces industries créatives. On avait
j'ai rencontré The Weeknd il y a longtemps, et un jour, il nous a proposé au lieu de faire, c'était sur son album Dawn FM, au lieu de faire 10 clips qu'il confiait à 10 producteurs et réalisateurs différents, il nous a donné son album et dit bon, on fait un film là-dessus. Et donc il voulait qu'on fasse un long métrage où la musique allait être, enfin son album était la bande son du film. C'était pas un musical, il voulait jouer dedans, mais il n'y avait pas forcément de performance. Et donc on a monté une équipe comme ça, et en fait on a choisi ensemble. C'était Claire Denis qui devait réaliser ce projet. Et donc ça se tournait à Los Angeles. Claire avait écrit ce script qu'il avait validé. Il fallait caster une actrice. On a casté Cate Blanchett qui avait dit oui au pied levé. Tout était vraiment trop beau. Et je me suis dit bon, en fait, on va faire un long métrage sur un album en rapprochant Claire Denis, qui est cette légende du cinéma qui a 78 ans aujourd'hui, The Weeknd. C'est assez excitant. Et puis toi, tu as eu le nez creux parce que tu avais monté en 2020, mais en fait, moi, tous les matins, je voyais la presse et je me disais ah mais attendez, parce que là, le Covid est arrivé en Europe, donc en fait, demain, c'est à Los Angeles. Et puis j'avais Claire qui avait donc je sais pas 76 ans à l'époque, qui disait non, on continue. The Weeknd qui finançait le projet, qui dit non, on continue. Donc moi en plus, j'étais même pas habilité à dire non, on arrête. Et donc tous les jours on continuait. Et puis jusqu'au jour où finalement on a pris le dernier avion qui a quitté Los Angeles pour rentrer à Paris en se disant on reviendra dans 2 semaines. Sauf que l'histoire on n'a pas voulu ça s'est pas passé de cette façon. Donc oui, il y a en fait vu qu'on essaie de créer des projets qui font intervenir des talents différents, d'industries différentes, il y a de temps en temps des accords créatifs, des visions qui s'affrontent et qui n'arrivent pas à s'aligner, ou de temps en temps des faits extérieurs qui font qu'on n'arrive pas à mener à bien notre projet. Donc faut juste espérer, faut juste en faire suffisamment et se dire que dans tous les cas on va y arriver, quoi. T'as eu un échec, Nicolas, dans ces moments beaucoup. Ces moments de beaucoup de créativité partagée. Ouais, beaucoup, bien sûr, mais ça fait partie de l'aventure. Mais oui, bien sûr, des gens qui te disent oui, qui disent ah, ton idée elle est géniale, je suis à fond, c'est génial, appelle-moi. Et puis le jour où tu les appelles, ils répondent pas. Ou quand tu demandes de sortir le carnet de chèques, là il n'y a plus personne. Ça c'est monnaie courante. Puis aussi quand tu fais, là je t'ai parlé d'un projet récent plus bénévole, où tout le monde te suit pareil, tout le monde oralement est très généreux. Mais quand après tu dois passer à l'action, là, les gens dans les faits sont peut-être moins généreux, ou alors viennent avec une intention qui n'est pas forcément la bonne, même parfois dans les artistes. Donc les échecs, il y en a, mais tu apprends au fur et à mesure, et tu es un peu plus prudent dans les gens avec qui tu t'entoures sur les projets. Donc tu choisis, tu n'oublies pas, mais je pense que l'énergie, c'est surtout de continuer à avancer. Parce que si tu t'arrêtes au moindre échec, on ne construit pas grand-chose. Ou alors on reste, on fait qu'améliorer l'existant. Mais je pense qu'il faut ces brins de folie pour aller chercher plus loin et se dire que ces échecs-là, ces mauvaises surprises font partie de l'aventure et rendent l'aventure un peu plus rodéo. Ouais, parce que quand même, ce que t'impulses, je vais terminer là-dessus, Pascal, ce que t'impulses... Oui. Mais bien sûr, Pascal, tu es chez toi. Attention, Pascal est en forme aujourd'hui. Alors, j'ai une question. Le mot risque d'être un poème, voire une poésie. Vas-y. Non, c'est juste pour dire que là, on va s'absenter. On est quelques-uns parce qu'on va travailler sur l'avenir du festival hier. Voilà, et donc il ne me regarde pas des gros yeux, Saïd, mais enfin bon, voilà. Je veux dire que c'est juste exceptionnel, et puis ça va être largement diffusé, tout ce qu'on dit, etc. Voilà. Et c'est génial, merci infiniment. On vous en reparlera après. Et c'est bien que tu fasses le teaser pour cet après-midi. Donc c'est 14. Il y a eu quelques petits mouvements d'emploi du temps, effectivement. Mais donc les panels, dont je rappelle qu'ils sont obligatoires, c'est 14h15, 15h30 et 15h45, 17h. Donc il faut être là un quart d'heure avant. Vous la voyez pas, mais la pointeuse est juste, vous voyez, pour regarder tout en est derrière. Elle est un peu au fond derrière, elle est là. Donc vous n'oubliez pas de passer à la pointeuse. Et on va finir avec une chanson de Pascal Morand, parce qu'il est très en forme ce matin. Il y a sûrement des questions, il y a sûrement etc. Merci, c'est trop bien. Merci, vous êtes toutes excusées. Merci. On terminait sur quoi? Ah oui, si, c'est ça. De toute façon, je voulais terminer avant de vous laisser la parole pour des questions. Toi qui impulses
ce mouvement-là. Vous tous, vous impulsez ces mouvements-là. Et en particulier, Nicolas, avec tout ce que tu fais, il faut une énergie. Quand même, c'est bien de tout dire, on va tous créer ensemble et on va faire de la cross-pollination et voilà. Mais il faut une énergie de dingue. Marion, tu veux réagir? En fait, je suis d'accord parce que ça demande plus d'énergie d'inviter des gens à travailler avec soi, mais c'est plus riche. Donc, c'est exactement ça, quoi. Oui, tu t'en nourris. Je prends l'exemple de Business Angel, ça prend un temps, ça prend de l'argent, mais ça t'amène à des réflexions, ça te nourrit créativement. Et créativement, je ne parle pas que de la création artistique, je parle même au niveau de business, que ce qui était évoqué plusieurs fois, c'est que tu te permets de penser les choses différemment, et parfois quelqu'un qui a 5 ans, 10 ans, 15 ans de moins que toi va te poser des questions ou va t'expliquer sa façon de voir les choses, et ça va déclencher ça va ouvrir des cases dans ta tête. Donc finalement, c'est exactement ce que disait Marion, c'est un terrain créatif que tu leur offres, mais que tu t'offres à toi aussi. Et finalement, si tu le fais pour les bonnes raisons, et si tu es suffisamment ouvert, tu te nourris de toutes ces rencontres. On a parlé avec Fanny de ces ponts. J'aimais beaucoup quand Fanny me décrivait ce qu'elle faisait. Elle me dit, moi, parfois, j'ai des gens qui me demandent, oui, pour cet artiste, il faut que tu prennes la marque qui va offrir le plus. Et elle me dit, moi, je ne cherche pas la marque qui va offrir le plus, mais la marque à qui ça va apporter le plus en termes de storytelling. Parce que comme ça lui apportera et ça l'aidera à avancer dans son chemin, l'artiste aussi en sortira grandi. Ils auront encore plus envie de travailler avec lui. Donc, je pense que c'est juste ça, en fait. C'est de s'aligner, de se laisser surprendre et nourrir créativement. Parfait. On termine là-dessus. Ou Marion, tu voulais rajouter? Non, mais en fait, il faut être très malléable pour faire ça et être capable de changer d'avis au fil des rencontres. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait tous là, ici, mais ça emmène vers des territoires qu'on ne connaît pas et on est encore surpris, on en revient toujours à ça, quoi. C'est un peu le but. Oui, clairement. Merci infiniment à tous. On peut les applaudir.